Quand on possède une vieille voiture qui a tendance à tomber en panne, on apprend les chemins de traverse à emprunter tout à coup parce que le moteur a calé. On se retrouve dans un chemin de terre en tentant d'échapper à une route devenue dangereuse, mais dont il ne faudra pas trop s'éloigner car c'est aussi par cette route que viendra la dépanneuse. Au moment de la panne, on a parcouru sur la grande route la distance que la vitesse acquise par la voiture permettait, tout en guettant les voies de dégagement possibles. Puis c'est l'arrêt définitif, le silence, la consternation, mais aussi le soulagement parce que on n'est pas resté immobilisé au milieu de la circulation. On entend au loin les voitures et quelques camions passer à toute vitesse, et comme un parachutiste qui vient de tomber dans un paysage inconnu, on commence à regarder autour de soi une maison au loin, un panneau annonçant un garage à 2 kilomètres, les bords rouillés de trous dans le panneau, sans doute dû au tir de chasseurs revenus bredouille, laissent planer un doute sur l'actualité de l'information. La voiture, en s'arrêtant, a foulé l'herbe et des fleurs. Leurs effluves se substituent aux odeurs d'huile chaude et d'essence qui ont émané de l'intérieur du moteur quand j'ai ouvert le capot. Je regarde cette mécanique fumante comme si je pouvais diagnostiquer la panne rien qu'en l'observant. Un moteur en panne ne se contemple pas, il se répare. Mais, à cause d'une superstition, confortée par l'expérience dans le passé de quelques heureux hasards, on remue des fils au cas où. Très vite vient le moment où il faut changer d'humeur. À l'homme pressé doit se substituer l'homme patient. Il faut se mettre maintenant au rythme lent de la nature. Ces deuils de l'impatience et de la performance horaire ne se font jamais facilement, et l'agonie de l'homme pressé peut être accompagnée de jurons et de coups de pied dans la carrosserie. Le successeur de l'homme primitif qui a vécu des siècles dans un environnement hostile doit prendre les traits du résigné. Chez moi, ce n'est pas la résignation qui prédomine face à la panne, mais la reconnaissance. Une reconnaissance apaisante que j'éprouve face à un fait sur lequel je ne peux rien. Il m'arrive même d'être satisfait d'un incident qui me met si clairement en mouvement vers un moi-même plus serein. Vont suivre de longues heures d'attente après un remorquage dans la cour d'un garage improbable rempli de carcasses de voitures pêchées au gré des accidents de la nationale proche. Après avoir témoigné de ma patience auprès du garagiste, par un long silence, je vais tenter de lui poser des questions, articulées lentement, puis terminer par le mot crucial, quand. Et les réponses tardent toujours un peu. Il faut faire venir des pièces. Et tout à coup, à cause d'une simple panne, me voilà contraint de prendre racine dans un petit village du Gers. Je me rendais à Séville pour la feria, c'était encore loin. Un cardan a changé. De longues heures d'attente allaient s'enchaîner. J'allais me promener dans cette campagne autour du garage, cette campagne que je n'aurais jamais cru visiter, comme ces paysages aperçus à la fenêtre des trains ou des fermes, des villages et des forêts nous deviennent familiers un court instant. Les yeux tentent de corriger le mouvement du train en les suivant et l'on se tord le cou avant de les voir disparaître définitivement. Ces quelques pas dans le chemin qui s'éloigne du garage et s'enfonce dans les champs ne mènent nulle part. De toute façon, je n'irai pas jusqu'au bout. Je suis comme l'avion arrivé à destination qui, en attendant l'autorisation d'atterrir, fait des ronds dans le ciel. Après avoir aperçu à travers le hublot la piste dans le lointain, on la perd de vue, on se retrouve au-dessus de la mer, puis de nouveau dans l'axe de la piste. Mais en niant notre impatience naturelle, ces trajets inutiles sont l'accès à une seconde dimension du temps, à une perception mystérieuse de l'existence. Dès qu'on a les moyens financiers d'acheter une voiture qui a peu de chances de tomber en panne, c'est celle-là qu'on choisit. On ne déduit jamais des aventures et découvertes occasionnées par ces pannes impromptues la décision de continuer à acheter de vieilles voitures hasardeuses.
Pourtant, l'humain dans l'homme, sa part d'être jouissant, ne sont convoqués que dans les accidents, l'irruption du hasard, la maladie, le coup de pied au cul salvateur. Pourquoi ne sommes-nous pas naturellement sages, ou plutôt jouisseurs et conscients des endroits où cette jouissance d'exister se trouve? Dans les garages, j'ai appris à attendre. Attendre cette réponse qui ne venait jamais parce que les garages sont des endroits incertains où se jouent des transactions qui échappent aux clients. Des choses sont en cours et on ne sait jamais comment la réparation va s'inscrire dans ce cours des choses et de quelle manière. Je pensais que la façon dont j'allais me tenir physiquement entre le dedans et le dehors, un pied dans le gravier de la cour, l'autre au bord du sol de l'atelier, à peu près à la verticale du rail qui devait permettre le coulissement du lourd portail, dans ce no man's land, salle d'attente sauvage laissée à l'improvisation de la victime de la panne, je pensais que la façon dont je me tenais, la pression discrète que j'allais exercer, tout cela allait jouer sur l'issue de la réparation. Et comme je savais attendre, j'allais sûrement obtenir un résultat. Oui, le temps s'arrête dans les garages. C'est un lieu de méditation obligé. Même la dame dans son bureau vitré est inaccessible aux enjeux qui règnent dans l'atelier. Et le mot réparation résonne bizarrement à nos oreilles quand on aperçoit ces carcasses abandonnées dans un coin sombre du hangar, la plupart couvertes d'une bâche comme si elles étaient les gages d'une punition. Leur propriétaire avait-il été impatient? Avait-il posé trop vite la question fatale au garagiste? C'est grave, suivi immédiatement de c'est réparable, suivi de la phrase la plus anxiogène à prononcer qui soit quand on est en voyage. Et vous pouvez me faire la réparation pour quand?